Mesdames, messieurs ou aucun des deux, bienvenue dans une nouvelle émission hebdomadaire dans laquelle on va vous parler des films sortant chaque semaine, que ce soit dans les salles obscures ou sur les plateformes de streaming. L'idée n'est pas de vous en faire des critiques, mais plutôt de vous donner envie d'aller voir toutes sortes de films, de laisser leur chance à des œuvres plus méconnues. On peut parler de productions indépendantes comme de blockbusters, en faisant de notre mieux pour les mettre toutes au même niveau, et vous présenter le travail des metteurs et metteuses en scène derrière tous ces projets. La grosse sortie de ce mercredi 19 octobre, c'est Black Adam, réalisé par Jaume Collet-Serra, un metteur en scène espagnol, assez polyvalent disons, puisqu'il a commencé sa carrière en faisant des films d'horreur, son premier long métrage étant La Maison de Cire, avant qu'il ne s'attelle au premier opus d'Esther, puis s'est mis à faire des films d'action avec Liam Neeson au milieu des années 2010 en réalisant Night Run puis The Passenger. Son film précédent c'était Jungle Cruise, adapté de l'attraction éponyme de Disney World, avec déjà Dwayne Johnson en protagoniste. On suit ici Black Adam, ennemi de Shazam, emprisonné pendant 5 millénaires après avoir reçu les pouvoirs des anciens dieux, se libérant pour exercer sa propre justice sur le monde moderne, en étant accompagné de divers personnages de l'écurie DC Comics, incluant Dr. Fate, Hawkman ou encore Atom. Pour rappel, Black Adam c'est un personnage apparu en 1945 sous la plume d'Otto Binder et C.C. Beck dans le premier numéro du comics The Marvel Family, faisant référence à la famille de Captain Marvel, un des plus vieux super-héros de l'âge d'or des comics, publié à ses débuts chez Fawcett Publications dès 1940, et connu pour ses nombreux déboires du côté des tribunaux, à commencer par le procès intenté à Fawcett par DC Comics pour plagiat de leur personnage Superman, qui pour leur infraction se verront obligés de revendre le personnage à DC Comics étant en faillite pour que DC exploite le personnage plagiaire. DC devra ensuite poursuivre Marvel Comics pour atteinte aux droits d'auteur après la création d'un personnage portant le même nom, Marvel achetant pour 4500 $ le droit d'utiliser la marque commerciale du nom de Captain Marvel, obligeant DC à renommer leur personnage en Shazam. C'est également le dernier film de Warner Bros. À sortir en salle cette année, après le remaniement du studio par son nouveau PDG David Zaslav, depuis son rachat par Discovery et la fusion des deux structures fermement critiquées pour des choix d'entreprise douteux, menant à la perte du studio, dont l'annulation de Batgirl, qui a fait beaucoup parler, et l'importance accordée à leur service de streaming. On enchaîne avec un film français, je précise d'ailleurs que tous les films dont je parle aujourd'hui sortent le même jour. Bref, parlons de Reprise en main, réalisé par Gilles Perret. On y suivra un ouvrier d'usine se retrouvant cédé à un fonds d'investissement qui tentera de racheter sa propre usine en se faisant passer pour un financier. En bref, c'est un film engagé, que pourrait revendiquer Philippe Poutou et son syndicat, ce qui n'est pas étonnant quand on connaît le travail de son réalisateur, à qui l'on devait L'Insoumis, le documentaire consacré à la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017, ce qui vous laisse deviner sa position politique et le point de vue qui sera abordé dans son nouveau long métrage. Le protagoniste est quant à lui interprété par Pierre Deladonchamp, que vous avez pu apercevoir dans L'Inconnu du lac d'Alain Guiraudy, Eiffel de Martin Bourboulon ou encore Vaurien de Peter Dourountis. On reste sur la thématique ouvrière avec RMN du roumain Cristian Mungiu, réalisateur de drames souvent poignants, mais aussi souvent tragiques, dont le long métrage était présenté cette année en compétition officielle du Festival de Cannes. On ne va pas parler ici que de lutte ouvrière, mais aussi de racisme, puisqu'on y suit un homme ayant quitté son emploi, après avoir quitté l'Allemagne, pour revenir en Transylvanie, dans son village natal, et qui, pensant trouver un emploi dans l'usine de son ex, apprend qu'elle n'engage que des travailleurs étrangers, ce qui va troubler la paix de la communauté du village. Ce sera un moyen de parler à la fois de racisme, de la part des habitants locaux, qui diraient comme dans un épisode de South Park que les étrangers leur volent leur travail, mais aussi de l'exploitation de la main-d'œuvre étrangère, qui sont souvent engagés parce qu'ils coûteront forcément moins cher à payer, étant plus facile à berner, puisque justement, ils ont moins de droits sur ce sol que des travailleurs locaux, qui feraient plus de revendications. Un thriller politique, en somme, à l'image d'Asbestas de Sorogoyen, sorti l'été dernier. Il y a de l'autre côté une œuvre plus poétique qui vous est proposée, c'est le film EO, ou Ian en français, du polonais Jerzy Skolimowski, qui semble nous offrir ici une sorte d'hommage à un film de Robert Bresson que je vous recommande énormément, qui s'appelle Au hasard Balthazar, et qui suivait les tribulations d'un âne dans les Pyrénées des années 60, et qui n'était qu'un prétexte pour effectuer un commentaire sociétal par le biais de l'animal, en reprenant beaucoup du roman Candide de Voltaire. EO, sur le même principe, nous montre l'innocence d'un animal, représentation même de cet adjectif, confronté au monde moderne, avec ses plus beaux aspects, mais aussi ses plus abjects. Dans une simple balade à travers l'humanité, à l'image des films du cinéaste Elia Suleiman, le film a remporté par ailleurs le prix du jury du Festival de Cannes 2022. Pour rester sur quelque chose de plus léger, il y a la comédie française Le Nouveau Jouet, réalisée par James Hutt, à qui l'on devait Les Brises de Nice, mais aussi Lucky Luke, tous deux avec Jean Dujardin. Le film est évidemment un remake de la comédie culte de Francis Weber Le Jouet, dans laquelle Pierre Richard devenait le jouet de l'enfant d'un milliardaire, avec lequel il se nouait d'amitié, qui avait déjà eu droit à un remake américain en 1982, réalisé par Richard Donner. Pierre Richard, alias François Pignon, est ici remplacé par Jamel Debbouze, alias Samy, qui n'est plus journaliste, mais un chômeur habitant en banlieue. L'occasion de réexploiter le concept comique du film d'origine, tout en l'utilisant comme commentaire social, en confrontant deux classes sociales différentes, dans laquelle le pauvre est exploité par un riche, pour ici devenir littéralement son jouet. On reste en France avec Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, le nouveau film d'animation de Michel Oslo,
Réalisateur assez réputé, mais aussi assez décrié désormais, il avait commencé en voulant rendre hommage au début de l'animation, dans ses premiers longs métrages, le plus reconnu étant Prince et Princesse, utilisant un procédé d'animation hérité de la réalisatrice allemande Lotte Reininger, une des pionnières de l'animation, à qui l'on doit le plus vieux long métrage d'animation conservé à ce jour, et je dis bien conservé, parce que le premier long métrage d'animation était le film politique argentin El Apostol, qui a été perdu à jamais et dont il ne reste que 2 images. Bref, ce long métrage qui n'est pas Blanche-Neige et les 7 nains, contrairement à la croyance populaire, croyance que l'on doit au fait que ce soit effectivement le premier long métrage en animation traditionnelle, mais Les Aventures du Prince Ahmed, un conte des 1001 nuits, qui a beau dater de 1926, ça n'a pas pris une ride, c'est un film à voir, utilisant le procédé du cut-out, assez proche de la stop-motion, reposant sur le fait d'animer du papier découpé, en l'occurrence ici en silhouette, le principal représentant de ce type d'animation étant la série South Park, ou en tout cas à ses débuts, avant qu'elle ne soit animée numériquement. Michel Oslo a donc repris ce procédé et a fondé toute la direction artistique de ses métrages sur celle de Lotte Reininger, ce qui nous a donné ensuite Kirikou et la sorcière, fable africaine qu'on ne présente plus, et Grand Prix du Festival d'Annecy. Avant que ne commence une forme de dépréciation de la part de la critique, à partir d'Azur et Asmar, qui a beau avoir été un film important pour toute une génération, a été particulièrement critiqué pour le passage d'Oslo à l'animation 3D, n'exploitant pas le relief que propose cette technologie, tout en retirant le charme des ombres chinoises de ses précédents films, malgré un hommage au conte du Moyen-Orient relativement poétique. Son dernier film, 10 Lily à Paris, s'est retrouvé encore plus critiqué pour son espèce de balade fantasmée du Paris bourgeois de la fin du 19e siècle, ne proposant qu'un défilé des grandes personnalités publiques de l'époque, sans apporter de regard critique sur cette époque. Avec le pharaon, le sauvage et la princesse, Oslo semble revenir à ses débuts avec un film plus proche des contes anthologiques de Prince et Princesse, tout en restant sur de l'animation 3D. On reste du côté de l'enfance, avec Belle et Sébastien Nouvelle Génération, de Pierre Corré, un metteur en scène provenant de l'animation, puisqu'on lui doit le film Sahara, avec la voix d'Omar Sy. C'est à la fois un reboot de la trilogie cinématographique sortie entre 2013 et 2017, et une relecture moderne du feuilleton culte diffusé sur la ORTF à partir de 1965, narrant l'amitié entre un enfant berger et un chien sauvage. On vous propose ensuite un documentaire musical, Alléluia, les mots de Leonard Cohen, portrait d'un des plus grands compositeurs du XXe siècle, puisqu'on lui doit déjà, comme le titre du film l'indique, la chanson Alléluia, interprétée plus tard notamment par Jeff Buckley, qui est présent dans le film, mais aussi la comédie musicale West Side Story, la comédie musicale la plus importante du siècle dernier, puisque c'est à elle qu'on doit tous les spectacles modernes de Broadway, et adapté au cinéma 2 fois, d'abord en 1961 par Jerome Robbins et Robert Wise, puis en 2021 par Steven Spielberg. Le film contiendra des interventions de Bob Dylan, chanteur légendaire, ayant lui aussi signé chez Columbia, à l'instar de Leonard Cohen. Pour rester du côté des légendes, on vous propose d'aller voir Un couple, le nouveau film de l'immense réalisateur Frédéric Wiseman, un grand documentariste, comparable chez nous à Raymond Depardon, qui a pris pour habitude de brosser un portrait social des grandes institutions américaines, et ce dès son premier long métrage, Kitty Cut Follies, investigation sur une prison d'état psychiatrique. Et pour citer les plus connus, on peut parler également de City Hall, enquête sur la municipalité de Boston, Ex Libris sur la librairie de New York, ou encore Crazy Horse sur les coulisses du cabaret parisien, et la revue de Philippe Découfflé. Un couple, c'est un ovni dans la filmographie de Frédéric Wiseman, puisque c'est son premier film depuis The Last Letter en 2002 à ne pas être un documentaire mais une fiction, mais également sa première fiction à ne pas être une pièce de théâtre filmée, mais être tournée en extérieur, en l'occurrence à Belle-Île en Bretagne. Brossons un portrait de Sofia Tolstoï, la femme du grand dramaturge Léon Tolstoï, auteur de Guerre et paix mais aussi d'Anna Karénine, chef-d'œuvre de la littérature russe, une performance en solo tout en monologue, adaptée des écrits de Sofia, interprétée par l'actrice française Nathalie Boutefeu, ce qui en fait en plus un film francophone. Il a été présenté en sélection officielle à la Mostra de Venise 2022, où il n'a malheureusement rien remporté, le Lion d'Or ayant été remis à l'américaine Laura Poitras pour son film All the Beauty and the Bloodshed. On reste aux US, mais avec un tout autre registre, celui de la comédie romantique, avec Broad, romance LGBT dans laquelle on suit un homme se complaisant dans son célibat qui tombe malencontreusement amoureux. On le doit à Nicholas Stoller, réalisateur de comédies américaines grand public, telles que Forgetting Sarah Marshall avec Jason Segel et Kristen Bell, Nos pires voisins avec Seth Rogen et Zac Efron, ou encore, et ça c'est à souligner, un film d'animation, à savoir Cigogne et compagnie, qui reprenait le mythe de la cigogne livreuse de bébés, pour parler de manière indirecte d'avortement et évidemment d'adoption, donc niveau thématique engagé, c'est raccord avec une romance homosexuelle. On continue dans la comédie fantastique cette fois, avec notre dernier film à présenter, qui lui ne sort pas en salle, mais sur une plateforme de streaming, à savoir Netflix. Je parle de L'école du bien et du mal, adapté de la série littéraire pour adolescents éponyme de Soman Shainani, publiée entre 2013 et 2020. On y suit 2 meilleurs amis, qui doivent rejoindre 2 écoles différentes, dans le monde des contes de fées, celle du bien, d'un côté, dans laquelle se trouvent Blanche-Neige et Cendrillon, et celle du mal. Si le pitch ressemble un peu à Descendants, les téléfilms Disney Channel suivant les enfants des méchants Disney, le film est réalisé par un nom assez populaire de la comédie américaine, à savoir Paul Feig, qui se veut curieusement assez british dans son approche de la comédie, ayant débuté comme acteur dans Sabrina l'apprentie sorcière, avant de réaliser plusieurs épisodes de la version américaine de The Office. Il réalise ensuite plusieurs comédies populaires avec son actrice fétiche Melissa McCarthy, que ce soit dans Mes meilleurs amis, Les Flingueuses ou encore Spy, mais aussi, chose moins glorieuse,
c'est à lui qu'on doit le reboot féminin tant décrié de Ghostbusters, sorti en 2016. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'émission jusqu'au bout. On ne lui a pas encore trouvé de nom hormis Ciné Cronenbourg. Vous pouvez faire vos suggestions en commentaire. On espère qu'on vous aura donné envie de voir des films variés, de donner leur chance à des films un peu moins connus, qu'on vous aura intrigué. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, disponibles en description. En attendant, allez voir des films et soyez curieux, curieuses ou les deux.